Aujourd'hui, je vais revenir sur la dernière vidéo que j'avais faite sur Obsidian parce que, après l'avoir faite, j'ai remarqué que j'avais des frictions. Il y a quelque chose qui n'allait pas dans ce que j'avais dit et aussi ce que je faisais avec Obsidian pour les projets que j'ai avec mes clients. Alors, je suis reparti du début, je suis reparti de la base. J'ai voulu mieux comprendre ce qu'était Zettelkasten, car c'est une des méthodes qui permet d'organiser ses connaissances. Et je voulais voir aussi si c'était adaptable donc au monde de l'entreprise. À mon cas, j'ai des clients et je veux organiser toutes mes données. J'ai refait beaucoup de recherches, d'abord sur Zettelkasten, et je suis tombé sur cette vidéo de Tony Ramela, dont le titre est peut-être un peu racoleur, What Obsidian Gurus Get Wrong About Zettelkasten. Ce que les gourous d'Obsidian ne comprennent pas à Zettelkasten. Ce qu'il présente, en fait, c'est vraiment de revenir sur la Zettelkasten dans sa version réelle, physique, donc les cartes en papier et les boîtes. Et il mentionne un point qui, pour moi, a été le déclencheur, c'est tout simplement la friction positive. Alors, il remet en cause, bien sûr, le Zettelkasten aujourd'hui dans ce monde numérique, parce qu'à l'époque, on utilisait des boîtes de rangement, on utilisait aussi des cartes, et il fallait énormément de place pour pouvoir engranger toute cette connaissance. Mais dans toutes ces contraintes, en réalité, il y a une contrainte qui est positive, c'est le format de la carte. Et ce format de la carte, donc c'est une carte qui est toute petite, où on est contraint d'écrire peu de choses, on est obligé de reformuler le contenu pour avoir l'essence de ce que l'on veut avoir. Et ça, c'est quelque chose que l'on a perdu. Et c'est justement ce que Tony Ramela remet en cause. L'informatique, la numérisation, enlève cette barrière de la limitation du contenu. Une carte dans la méthode Zettelkasten est limitée à une référence, donc la référence de la carte, ainsi que éventuellement un lien vers une autre carte ou un lien vers un parent, et le contenu lui-même, mais il est physiquement limité sur le papier. C'est exactement le même problème que l'on a eu avec le SMS, puisqu'on était limité à 160 caractères. Et c'était aussi une contrainte, si vous vous rappelez, au tout début de Twitter, on avait 160 caractères pour écrire un tweet. Et c'est peut-être grâce à ça ou à cause de ça que Twitter a vraiment marché parce qu'il y avait vraiment peu de choses à écrire. Donc ces contraintes sont des contraintes positives car elles permettent de vraiment condenser l'information. Et à l'opposé, on a eu donc Evernote qui disait au contraire, mettez tout, mettez tout, mettez tout, mettez tout. On met le texte en entier à l'intérieur et on ne réfléchit pas. Donc on engrange. Pour faire aussi un parallèle, on a eu le même problème avec Google Mail. Google Mail, mettez tout, gardez tout, mettez tout en archive, comme ça vous ne perdez rien. Et justement, c'est là le problème. On n'utilise plus ces moyens de résumer, de vraiment être conscient de ce que l'on écrit. Et justement, c'est cet exercice qui permet de se rappeler de tout. Utiliser donc le méthode Zettelkasten est positif parce qu'elle nous oblige à être limité, à être limitant. Donc, en utilisant des outils comme Obsidian ou comme Apple Note ou un autre logiciel de prise de notes, il faut être conscient d'être limité ou de se limiter soi-même et de ne pas tout écrire, de ne pas faire de copier-coller. Mais comment est-ce que je peux utiliser ça sur le projet de mes clients? Alors j'ai continué mes recherches et je suis tombé sur le site de zettelkasten.de qui est justement sur la méthode Zettelkasten. Il y a cet article The Iceberg Theory of the Zettelkasten Method, Exploring the Depth. L'auteur discute en profondeur justement ce qu'est Zettelkasten et vraiment ce que l'on comprend à l'intérieur. La méthode elle-même, c'est d'utiliser des cartes, donc limitées et limitant en format, mais il y a plus en profondeur et c'est justement aussi quelque chose que beaucoup de monde oublie, c'est la maintenance de cette base de connaissances, de l'image de l'iceberg. Plus bas dans cet article, vous pouvez voir les Linked Note Taking and PKM, les prises de notes liées. On voit la prise de notes qui est tout en haut par les logiciels de prise de notes tels que Obsidian. En dessous, nous avons la méthode Zettelkasten, donc avec les fameuses cartes. Et en dessous, quelque chose que l'on n'en parle pas, c'est la méthode Zettelkasten. Donc c'est cette méthode de maintenance pour garder la connaissance en vie. Donc l'article, il est très très long, donc je vous conseille de le lire. Il est uniquement en anglais, il n'est pas en français. Et à l'intérieur, on peut trouver aussi une autre méthode qui peut s'ajouter au Zettelkasten, ou du moins
le Zettelkasten et cette autre méthode peuvent travailler ensemble, c'est la méthode PARA. Cette méthode a été créée par Tiago Forte de Forte Labs. C'est un système qui est volontairement simple pour organiser toute la connaissance. Et c'est là que les deux peuvent se mettre ensemble. Et comment combiner les deux? Il y a aussi un article sur le site zettelkasten.de qui permet de montrer exactement comment on peut lier les deux. Alors la méthode PARA est très très simple puisqu'elle n'a que 4 catégories. La première catégorie, ce sont les projets, donc des projets qui sont liés dans le temps. Les areas of responsibility, c'est-à-dire les domaines de responsabilité, c'est tout ce que l'on fait sans qu'il y ait forcément de date. C'est par exemple faire les recherches de clients, les rappeler, c'est faire des campagnes de communication mensuelles, trimestrielles, annuelles, recontacter les clients. Donc tous ces projets qui doivent être faits tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans qu'il y ait forcément donc une deadline, une date limite de fin de projet. Ensuite, nous avons les ressources. Les ressources sont toutes les informations, toutes les images, tous les designs, les chartes graphiques qui ne vont pas forcément changer tout le temps, mais qui sont donc une base de connaissances, une base d'images, une base pour votre client. La catégorie archives, ce sont tous les projets que vous avez terminés, les domaines de responsabilité que vous n'utilisez plus ou des ressources que vous n'utilisez plus non plus. Donc c'est vraiment le fourre-tout qui n'est plus là, mais qu'on doit garder parce qu'on ne sait jamais, ils peuvent être toujours utilisés. C'est là qu'un moteur de recherche est très 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 utile pour retrouver quelque chose dans les archives. Alors maintenant, comment utiliser ça en entreprise? Comment utiliser ça avec Obsidian? Donc me voici dans un nouveau coffre de Obsidian. Alors j'ai complètement changé la méthode que j'ai utilisée et ça fait déjà quelques semaines que j'utilise cette méthode avec mes propres clients et j'avoue que ça fonctionne plutôt bien, je suis assez satisfait. Alors tout n'est pas parfait encore, j'ai encore quelques frictions, mais globalement je suis plutôt content. Alors j'ai un répertoire, donc c'est mon coffre que j'appelle tout simplement projet, donc c'est mes projets que j'ai avec mes clients. Je ne mélange pas les projets clients avec mes propres projets personnels. La méthode PARA est agnostique et mélange aussi bien le professionnel que le personnel. Donc là, je ne me focalise que tout ce qui est professionnel. J'ai mon coffre, projet, et vous voyez que j'ai noté 4 sous-dossiers. Projet, à suivre, ressources et archives. Alors je les ai renommés parce que ça me correspond mieux. 1. Les projets. Dans mes projets, j'ai le premier répertoire projet où j'ai mes clients. Là, j'ai par exemple la société ABC. Et dans cette société ABC, j'ai de nouveau, vous revoyez la méthode PARA. Donc j'ai deux niveaux de PARA. J'ai celui au niveau de mon entreprise, mais aussi j'ai une méthode PARA chez mon client aussi. Et vous voyez que j'ai même un zéro inbox supplémentaire que j'ai rajouté. Il y a un intérêt là-dessus, mais je ne suis pas encore très très sûr de le garder. Pour ce client, donc j'ai plusieurs projets. Dans ce projet, vous pouvez voir que j'ai déjà donc une note avec le développement 2024 où je vais pouvoir mettre à l'intérieur déjà tout un résumé de ce que je vais faire avec ce client. Il y a aussi à l'intérieur deux sous-répertoires avec déjà les deux projets que j'ai pour avec ce client-là. Donc un projet entre ZooBooks et le CRM et un projet entre WordPress et ZooBooks. Avec à l'intérieur, vous pouvez voir par exemple aussi donc un résumé d'un appel et ici aussi donc les champs que je peux utiliser dans WordPress par exemple. Donc j'ai organisé les projets de mon client dans son répertoire projet. Ensuite, j'ai à suivre. Donc à suivre, j'ai par exemple des présentations que je pourrais faire régulièrement. Donc ça, c'est quelque chose que je ne vais pas changer systématiquement. Ce sont des contenus qui vont évoluer au fur et à mesure tant que je travaille avec ce client. Le client, je n'ai pas une date de fin pour finir de travailler avec ce client. Un jour, peut-être ça terminera, mais je ne sais pas encore. Je vais mettre ici donc toutes les newsletters, tous les emails, toutes les campagnes que je pourrais faire vers ce client-là, qui vont être réutilisées régulièrement. En dessous, j'ai les ressources. Dans les ressources, j'ai la charte graphique, donc j'ai peut-être un document avec une charte graphique. J'ai aussi, par exemple, les logos, et j'ai un répertoire avec, dedans, les designs, les logos, donc les images elles-mêmes. Donc c'est vraiment la ressource, et ça, ce n'est pas un projet, ce n'est pas non plus quelque chose que je dois suivre en permanence. Et ensuite, j'ai les archives.
Donc vous voyez que j'ai déjà eu une installation en 2023, donc c'était l'an dernier. Je n'en ai plus besoin, mais je garde quand même le contenu. Donc pour cette société, j'ai utilisé la méthode Para et j'ai pensé à mettre donc ce répertoire inbox parce que à l'intérieur, je peux avoir des appels, des meetings avec ce client. Et à l'intérieur, en général, il y a beaucoup de sujets qui vont être apportés. Et très souvent, j'ai remarqué, ce n'est pas sur un seul projet qu'on va discuter, c'est sur plusieurs projets qui parfois sont aussi liés entre eux. Donc ici, je voudrais mettre à l'intérieur les appels où je vais lister vraiment tout ce qui a été dit dans l'appel. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais dispatcher tous ces sujets dans chaque projet. Donc c'est pour ça que j'ai pris 0 inbox, là où je voudrais mettre les notes de tous les appels de tous les meetings, mais je ne suis pas sûr que je vais garder ça comme ça, parce que je pourrais très bien le mettre tout simplement dans le dossier principal du client avec tous les appels à l'intérieur. Donc là, je ne suis pas encore sûr de ce que je voudrais faire. Si vous avez une autre idée, dites-le moi dans les commentaires. Je serais ravi de savoir comment vous pensez. Ça, c'était mes projets avec mes clients. Je vais faire la même chose donc avec la méthode PARA, avec à suivre. J'ai nommé à suivre les domaines de responsabilité, les areas of responsibility, qui pour moi sont des termes qui sont un peu trop génériques, qui ne résonnent pas à moi. C'est quelque chose que je dois justement suivre continuellement. Donc faire les campagnes avec les clients, faire les campagnes de newsletter, la facturation par exemple, la gestion de mon CRM pour réactualiser le contenu. Dans les ressources, je vais garder tout ce qui fait en fait mon entreprise. Donc ce que je vais pouvoir réutiliser. Et c'est là que l'on va utiliser le Zettelkasten. Donc dans les ressources, vous voyez que j'ai 4 répertoires que j'ai nommés. Un Ideas, donc les idées que l'on appelle dans le Zettelkasten en anglais les fleeting notes. Donc ce sont des notes volantes que vous écrivez parce que tout d'un coup vous avez une idée, vous l'écrivez sur un bout de papier, sur un post-it et vous le mettez là. Et que vous allez peut-être ensuite réutiliser par derrière. Pour l'instant, c'est des idées qui sont juste là. Ensuite, nous avons les zettel. Les zettel, en anglais les permanent notes, donc les notes permanentes, c'est là qu'on va mettre vraiment l'essence de ce que vous voulez faire de votre entreprise. Il ne s'agit pas des clients, il ne s'agit pas non plus de la communication, il s'agit vraiment de ce que vous voulez faire. Ensuite, j'ai mis en 3 les références. Les références, ce sont les notes littéraires. Alors à l'époque, c'était essentiellement des références sur des livres, ça peut être des sites web, ça peut être des magazines, des journaux, les vidéos que vous avez vues. Donc ce sont toutes les notes que vous allez mettre ici et qui pourront donner éventuellement plus tard aussi des notes permanentes une fois que vous avez digéré toutes vos notes, toutes vos connaissances, toutes vos formations aussi d'ailleurs dans dans ces notes permanentes. En dessous, il y a les sources. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté en plus. Les sources, ça peut être aussi une copie, ça peut être aussi directement l'article ou la vidéo. Et dans les références, vous faites une référence à cette source-là. C'est là que la méthode Zettelkasten va vraiment avoir son intérêt. La méthode Zettelkasten va vous permettre de ranger toutes vos connaissances ici dans votre ressource. Par contre, il ne faudra pas oublier de les mettre à jour. Si vous vous rappelez l'iceberg, on a le Zettelkasten, donc ça, on est dans les ressources, mais aussi la Zettelkasten Method, la méthode Zettelkasten, qui permet de gérer, d'organiser, de garder en vie donc ce répertoire ressources. Enfin, on a les archives. Et les archives, c'est comme tout à l'heure avec les clients, avec les archives pour les clients, on va retrouver cette fois-ci les clients eux-mêmes. Donc si par exemple vous avez arrêté de travailler avec un certain client, vous pouvez tout simplement déplacer le client de projet vers archives. Alors vous voyez, j'ai rajouté en plus dans archives, donc Excalibur, Templater et Templates. Donc ça c'est des sous-dossiers qui sont normalement faits pour Obsidian, mais j'ai préféré les mettre dans archives parce que archives en général je l'utilise très très peu et ça me fait une arborescence qui est beaucoup plus simple avec juste mes 4 dossiers. Donc, ce n'est pas obligé de les mettre dans l'archive, bien sûr. Pour moi, c'est juste un peu plus propre parce que c'est un dossier que je n'utilise quasiment pas dans archive. Par contre, le dossier projet, ça oui, je l'utilise et je l'utilise quotidiennement justement avec tous mes clients. Par contre, le à suivre et ressources,
Ça, ce sont deux répertoires que je n'ai pas encore développés. Je suis en train de le basculer. C'est quelque chose qui doit prendre du temps. Je dois réfléchir sur vraiment qu'est-ce qui vraiment est dans les ressources, qu'est-ce qui est vraiment à suivre. Parce que là, j'avoue que j'ai aussi un problème. Une ressource doit être mise aussi à jour, donc il faut qu'il le mette dans à suivre. Donc, qu'est-ce qui est à suivre, qu'est-ce qui n'est pas à suivre, qu'est-ce qui doit être mis à jour régulièrement ou pas, je n'ai pas encore vraiment décidé. Pour moi, c'est deux répertoires qui sont très proches. Donc voilà, je suis reparti dans Obsidian avec une nouvelle méthode, la méthode Zettelkasten plus Para, qui aujourd'hui me semble mieux me convenir, alors que dans la dernière vidéo, ce n'était pas le cas. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous. Je serai ravi de discuter avec vous sur ce que je viens de vous présenter. Peut-être que j'ai complètement faux, mais pour l'instant, ça me convient. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous retrouve une prochaine fois. À très bientôt.